Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre magazine Question d'actualité. Aujourd'hui, l'actualité, c'est la situation sécuritaire qui se passe dans la partie orientale de notre pays. J'ai fait allusion ici à la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu qui sont confrontés à des problèmes d'insécurité dus justement à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers. Le président de la République, au mois d'août 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a vu juste, il a nommé un coordonnateur national du PDDRCS à la personne de Tommy Tambwe Ushindi, justement pour voir dans quelle mesure intégrer tous ces éléments issus des groupes armés qui ont été actifs dans la partie est de la RDC. Et c'est justement M. Tommy Tambwe Ushindi qui est le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, qui est justement notre invité. Bienvenue, M. Tommy. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comment vous sentez-vous sur ce plateau? À l'aise. Très à l'aise. Ouais. Voilà, première question, M. Tommy. Vous êtes patron du PDDRCS. Parlez-nous un peu de votre vision après votre nomination par ordonnance présidentielle à la tête de ce programme. Merci beaucoup. D'abord, il faut préciser une chose. Moi, je n'ai pas une vision. Moi, je suis l'exécutant, je suis le coordonnateur. C'est-à-dire, moi, je suis là comme chargé d'exécuter la vision du chef de l'État en matière de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Et c'est quoi cette vision, justement? Voilà, c'est une vision plus ou moins globale qui consiste à contribuer à ramener la paix, la sécurité, la stabilisation et le développement en République démocratique du Congo et spécialement à l'est de la RDC. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de programmes dans ce sens-là. À l'époque, on parlait du DDR. On a même parlé de l'UNP-DDR. Et aujourd'hui, on parle de PDDRC, d'appellations qui ne font que changer. Mais sur le terrain, la situation ne s'est pas beaucoup améliorée. Oui, il faut reconnaître ici que le programme DDR a une histoire. C'est toute une génération. Depuis 2003, après les accords de Sun City, il était prévu que dans le cadre de la réunification du pays et du renforcement de la, de la réunification, il était prévu que nous puissions avoir ce qu'on appelle les institutions citoyennes. Vous avez connu ce qu'on a appelé la CENI, la CI, mais également il y avait le CONADER, qu'on appelait Commission nationale de la démobilisation. Le CONADER a évolué, elle a fait son travail. Il est vrai qu'il n'a pas intégré totalement tous les groupes armés et tous les ex-combattants. Il y a eu des problèmes pour cela. À un moment donné, il y a eu des réflexions. Nous sommes arrivés à ce qu'on appelait l'UPNDDR. De l'UPNDDR est venu également ce qu'on appelait le programme Amani. Le programme Amani qui a accouché avec le temps ce qu'on appelait le STAREC. Et donc, parallèlement, il y a eu deux structures qui avaient pratiquement la même mission. La même mission. Une qui s'occupait, l'UPNDDR, qui s'occupait des groupes armés, avec une orientation, mais également, il y avait le STAREC, le programme de stabilisation, qui avait comme mission la stabilisation des zones post-conflit. Alors, les deux structures ont évolué, et à un moment donné, il y a eu des problèmes de financement, comme vous l'avez dit.
sur le plan opérationnel, il y a eu des problèmes de financement. La plupart des bailleurs sont partis pour l'UPNDDR pratiquement. Et à la suite des élections de 2018, le nouveau président élu, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réfléchi en disant que le pays ne peut pas continuer dans une instabilité et qu'il faut chercher par tous les moyens des solutions. Et parmi les solutions qu'il avait trouvées dans son programme, il a dit il faut d'abord que la paix, la sécurité et la stabilité reviennent à l'Est pour mieux intégrer le développement en République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre-là, il y a eu des ateliers qui ont été organisés sur base de ces ateliers. On va revenir sur les ateliers, monsieur le coordonnateur national. Vous avez parlé des différents programmes qui ont existé avant la mise sur pied du PDDRCS. Si le chef de l'État a pensé mettre sur pied un nouveau programme, c'est supposé que les autres programmes ont échoué. Est-ce que vous partagez cet avis? Il y a eu des failles qu'il faille corriger aujourd'hui. Oui, nous, comme je viens de le dire, nous sommes à la 4e génération du DDR. C'est-à-dire qu'il y a eu un DDR 1, un DDR 2, un DDR 3, et aujourd'hui, nous sommes à la 4e génération de DDR. La question importante est de dire, est-ce que les 3 générations de DDR ont été à mesure de résoudre la question de groupes armés? Pourquoi il y a persistance de groupes armés? Et la réponse? La réponse est revenue des ateliers que nous avons organisés et de ces ateliers qui ont commencé depuis 2019, c'est-à-dire ce sont des évaluations. On a évalué tous les programmes. Alors après l'évaluation de ces programmes, en octobre 2020, on est arrivé à l'idée de dire il faut un nouveau programme, cette fois-là, qui sera un programme intégré et correctif. Je dirais les derniers programmes. Et c'est ainsi que ce nouveau programme répond à certains principes. Monsieur Tommy Ouchindi, pour aller tout droit au but, qu'est-ce que vous avez constaté par rapport aux anciens programmes et en termes de difficultés rencontrées? Qu'est-ce que vous comptez corriger? Parce que ça fait pratiquement 5 mois que vous êtes à la tête du PDDRC. Avant que j'arrive à cette réponse, permettez-moi de vous dire que les 3 générations de DDR ont eu quand même le mérite de mettre en place les outils de gestion. Ce ne sont pas... parce que souvent j'entends parler d'échecs, de ceci, tout ça. Mais c'est vrai. Mais le plus grand problème que nous avons épinglé dans tous ces programmes-là, de génération de DDR1, DDR2, DDR3, c'est d'abord la volonté politique qui n'était pas très manifeste. Et aujourd'hui, nous avons posé le problème en termes de volonté politique et nous la constatons. Volonté politique, alors, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'accompagnement ou comment les programmes mis sur pied, il n'y avait pas d'accompagnement en termes de moyens ou qu'est-ce que vous entendez par volonté politique? Quand on a un problème, on sentait qu'il y avait une lourdeur dans la décision. On vous dit, là-bas, il n'y a pas de la nourriture, il faut passer des mois et des mois, il faut qu'il y ait des manifestations pour que les solutions viennent. Alors, je voudrais dire que le programme que nous avons aujourd'hui l'honneur de piloter répond à certains principes qui ont été convenus avec d'abord le gouvernement, mais également avec le bailleur de fonds, avec la communauté internationale. Je vais vous citer ce principe rapidement. Allez-y, allez-y. Le premier principe, c'est que, contrairement aux autres programmes DDR qui ont existé, aujourd'hui, nous sommes dans un programme qu'on appelle le DDR civil, le DDR communautaire. Le deuxième principe, c'est que nous sommes convenus pour qu'il y ait un DDR décentralisé.
troisième principe sur lequel nous sommes convenus avec les bailleurs de fonds, c'est d'avoir un DDR qui intègre les communautés, mais aussi qui s'aligne selon les directives et les normes standards. Attendez un peu, parce que ce sont des termes très importants et de l'Union africaine. Vous parlez des DDR civils, n'est-ce pas? DDR décentralisés et puis communautaires qui intègrent les communautés. Veuillez nous expliquer des termes très simples pour que les gens comprennent. C'est quoi les DDR civils? Oui, les DDR civils, ça veut dire que c'est un DDR qui n'intègre pas automatiquement les ex-combattants dans les forces de la défense, c'est-à-dire les FARDC et dans la police. Qui n'intègre pas automatiquement. Oui, ça veut dire que, vous savez, contrairement à CONADER et d'autres programmes, on a pris les ex-combattants et on les a intégrés dans l'armée et dans la police. Parce comme une prime de guerre en même temps, alors, avec leur grade initial. Aujourd'hui, cela n'est plus le cas, et je le souligne ici, l'ordonnance qui a créé le PDDRCS n'accepte pas l'intégration dans l'armée et dans la police de tous les ex-combattants. Ce qu'on accepte, la fenêtre qui existe aujourd'hui, c'est que individuellement, après avoir été démobilisé, si quelqu'un remplit les critères, il se présente devant le bureau de recrutement. Alors à ce moment-là, il y a des conditions. Donc son dossier sera examiné. Il sera examiné, c'est clair. S'il est éligible ou pas. Pas automatique. Ah, d'accord. Comme on a intégré les ex-rebelles, on les a intégrés dans l'armée avec leur grade. Vous comprenez ce qui s'est passé ici? On voit déjà, ce sont des généraux. Il était général dans la brousse, il est devenu général aussi dans les FARDC. Monsieur le coordonnateur Tommy Ouchili, vous avez parlé du DDR décentralisé, si je vous ai bien suivi. Communautaire et décentralisé. Voilà, et vous nous expliquer aussi. Un DDR communautaire, c'est d'abord, c'est un DDR qui ne prend pas a priori les ex-combattants, mais les communautés d'abord d'où ils sont venus. C'est-à-dire qu'il faut améliorer leurs conditions de vie parce que dans l'intégration et la réinsertion des ex-combattants, ils reviendront encore dans la communauté. Et donc, c'est dans la communauté qu'il faut trouver des solutions. En d'autres mots, pour décourager ceux qui ont des ambitions d'intégrer des régions, les groupes armés, c'est ça? Non, pas quand vous prenez la base... Pas nécessairement. Ça veut dire que nous allons à la recherche de causes pour lesquelles ces groupes armés ont pris les armes. Vous voyez? Alors, nous disons dans la communauté, quel est le problème qui se trouve dans cette communauté-là? Ah, il y a un problème de conflit, par exemple, de conflit coutumier, parce que parmi les problèmes que nous avons aujourd'hui de la naissance des groupes armés, les groupes armés sont sécrétés soit par les tribus, soit par les clans, soit par les conflits coutumiers, conflits administratifs, conflits fonciers, et j'en passe. Alors, nous cherchons des solutions à travers les communautés. Dès que les problèmes sont résolus, à ce moment-là, l'ex-combattant qui vient, il va s'intégrer dans cette communauté qu'il va trouver déjà apaisée, mais également une communauté où vous avez le relèvement communautaire, c'est-à-dire tous les problèmes de privation. Questions d'eau, des questions, par exemple, d'énergie, des questions de routes de dessert agricole, des questions de santé, au niveau de la base. Et nous intégrons tout cela dans le programme. C'est ça aussi la spécificité et la différence avec les autres programmes qui ont existé. Voilà, monsieur, ça c'est vraiment valeur pédagogique et toutes ces réponses que vous donnez. Monsieur Tommy Ntamba Ouchindi, je rappelle que vous êtes coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Nous vous avons vu faire un périple à l'intérieur du pays. Vous avez été tour à tour à Ituri, dans la province donc de l'Ituri, à Beni, à Bunia d'abord, et puis vous avez été à Beni, dans la province du Nord Kivu, vous avez été à Goma, je ne sais pas si ma mémoire est encore bonne, Butembo aussi, mais quel est le sens de toutes ces descentes de terrain? Est-ce que vous avez
eu des résultats escomptés par rapport aux problèmes d'insécurité dans cette partie du pays? Est-ce que vous avez rencontré des rendus? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement dans cette partie du pays? Oui, une précision importante. Nos descentes sur terrain sont conformes à notre agenda. Nous sommes en train de préparer ce qu'on appelle la stratégie nationale ou le plan stratégique national du PDDRCS. Les normes, le principe recommande d'élaborer la stratégie nationale en tenant compte des préoccupations, des besoins, de réalité des terrains, mais aussi rencontrer les bénéficiaires et aussi les victimes. Parler avec eux, connaître les causes et pour mieux ficeler la meilleure stratégie. Et donc, nous sommes allés à Ituri. La province de Ituri nous a accueillis, vous avez vu les images, nous avons fait des consultations avec toutes les forces vives, en commençant par les autorités provinciales. Nous avons organisé des réunions avec les chefs coutumiers, nous avons organisé des réunions avec la société civile, nous avons organisé des réunions avec toutes les organisations non gouvernementales, mais la FEC, mais aussi nous avons rencontré les groupes armés et nous avons pris en compte leurs préoccupations. Par la suite, nous avons organisé un atelier pour l'appropriation du programme en Ituri, où il y a eu la participation et des administrateurs de territoire, les chefs des secteurs, les chefs de collectivités, chefferies, les chefs de groupements et certains chefs de village qui sont pratiquement touchés par les conflits dans le territoire d'Irum et dans le territoire d'Indjougou. Et quelles sont les particularités justement de toutes ces consultations que vous avez eues? Nous avons été très touchés de la manière dont l'atelier a été reçu par les communautés et par les participants. D'abord, un premier sentiment. Tout le monde veut la paix dans cette province. Tout le monde aspire à la paix. Et nous l'avons ressenti. Deuxième constat, c'est que les communautés elles-mêmes, les participants à cet atelier, ont donné la cartographie de tous les groupes armés. Troisième élément. La cartographie. Ça veut dire qu'ils ont bien identifié, répertorié où se trouve chaque groupe armé. Absolument. Troisième, non seulement ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont aussi défini les lieux ou ce que nous appelons les sites de regroupement. Pour dire Codeco, voici les sites où doit se regrouper les Codeco. Et dans les territoires de une fois qu'ils se sont rendus, justement. Oui, ça, je vous montre déjà l'évolution, l'appropriation, la volonté que ces populations ont démontré en disant nous voulons aller très vite. Nous vous donnons la cartographie des groupes armés, nous vous donnons aussi les localisations, nous vous donnons aussi les sites de regroupement. À vous maintenant, monsieur le coordonnateur, d'aménager les sites que nous vous donnons rapidement pour que ces gens se rendent. Est-ce qu'ils n'ont pas posé de conditions? Parce que la plupart du temps, des éléments des groupes armés, quand ils veulent se rendre, ils posent des conditions. Nous voulons ça, nous voulons ça. Nous avons parlé pour les groupes armés. Nous avons rencontré les FPIC. Chinyakilima. Voilà. Nous avons rencontré les Codeco. Nous avons rencontré les éléments des FRPI. Vous comprenez? Et la question, par exemple, pour les FRPI, il y avait déjà un accord avec le gouvernement qui a été signé en 2019. Et nous avons discuté sur ça, sur la nécessité d'actualiser par rapport à l'ordonnance. Ils ne se sont pas opposés. Ils ont dit, nous sommes favorables. Mettez toutes les conditions nécessaires pour que maintenant on y aille. Et même les communautés, imaginez-vous, quand j'ai rencontré par exemple la communauté Bira, qui habite la ville de Bunia et le territoire d'Irum, nous ont dit clairement, pourquoi vous souffrez? Pourquoi ça doit être une question qui vous préoccupe? Nous, les Bira, nous sommes des agriculteurs. Comme nous sommes des agriculteurs, nous avons besoin qu'on aille vite.
que ces enfants rentrent, nous devons les mettre dans un centre de développement communautaire pour qu'ils soient encadrés pour faire de l'agriculture et se développer. C'est une question très simple. Nous sommes arrivés à Béni. Nous avons fait des consultations. Après les consultations, nous avons rencontré les Randis de Kalunguta. Et ceux qui sont à Kalunguta, c'est 1700. Alors, dans les discussions, ils ont dit nous sommes prêts. Ça fait 4 ans que nous sommes ici. Et qu'est-ce qui manque? Ça fait 4 ans, qu'est-ce qui manque pour qu'ils puissent être encadrés, réinsérés socialement? D'abord, le programme n'était pas encore mis en place. Ça, c'est une chose. Mais deuxième chose, il faut achever le processus. Même nous avons promis, après les discussions avec eux, que nous devons maintenant entamer le processus. C'est l'étape qui va suivre maintenant dans un bref délai. Entamer le processus de désarmement, de démobilisation, mais aussi de la réinsertion. Mais nous vous avons vu aussi à Mubambiro, là-bas, toujours dans le Nord Kivu. Voilà. Il y a beaucoup de rendus là-bas, mais plus le temps passe, plus... Mais ces gens-là risquent encore de se retourner contre le gouvernement parce que la prise en charge n'est pas effective. On a vu des rendus qui sont là et d'autres manquent à manger. D'autres ne sont même pas, entre guillemets, bien habillés, monsieur le coordonnateur. Oui, il faut situer les choses dans son temps. Le rendu de Mubambiro sont arrivés en 2019. Le programme n'était pas encore né. Le programme est né officiellement en juillet 2021. Donc, et nous avons été nommés en août 2021. Le temps de travailler, de mettre en place la stratégie, le temps de mettre en place un plan minimum. D'abord, il n'y avait même pas, nous avons trouvé, c'est une structure nouvellement créée qui n'avait pas de financement. Il n'y avait pas un budget parce que, à peine créé, le budget de l'État pour l'exercice 2021 était en train de se clôturer. Vous comprenez? Et nous sommes arrivés parce que le PDDRCS a été créé en août 2021 et le budget était presque... À la fin, parce qu'on était en train de préparer le budget 2022. C'est un processus classique. C'est-à-dire en août déjà, on préparait le budget de 2022. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de provision. On a créé, il n'y avait pas de provision ou une ligne budgétaire pour le PDDRCS parce que ça n'existait pas. Et aujourd'hui, vous avez du financement maintenant. Vous avez de l'argent pour prendre en charge tout ce monde-là. Voici ce que nous avons fait. D'abord, nous voulons saluer la volonté du chef de l'État. Nous voulons aussi saluer l'efficacité avec laquelle le Premier ministre a agi en tant que vice-président du comité de pilotage, en nous dotant les crédits, le minimum crédit qui existait au programme STAREC et au programme IPNDD. C'est avec ça ils ont mis ensemble qui nous ont permis de fonctionner les 3 mois ici. Ce qui fait que ça nous a aidé de fonctionner et de réaliser ce que vous avez vu. Mais maintenant, pour l'an 2022, donc la nouvelle loi de finances a tout prévu, des lignes budgétaires pour vous. Tout à fait. Il y a une ligne budgétaire qui a été votée au Parlement et sur cette ligne budgétaire que nous allons activer pour que nous puissions réaliser certaines interventions rapidement. Et vous avez constaté qu'à Mubambiro, nous n'étions pas partis, mais bredouilles. Nous sommes arrivés à Mubambiro. Vous avez remis des kits Non, nous avons rencontré le Randi après leur manifestation. Il faut aussi savoir que leur manifestation avait 3 revendications principales. La première, la durée de séjour dans le camp. Ça, ce n'est pas l'affaire du PDDRCS. Ils sont arrivés en 2019. Ils ont quand même beaucoup traîné. Mais ce n'est pas au PDDRC de dire ils ont traîné. Si on vérifie bien, d'autres ont fait des enfants dans les camps. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, par rapport à cette question, nous avons pris une résolution de commencer le processus à partir de Mubambiro directement. C'est-à-dire finaliser le programme, le processus d'aide, désarmement et démobilisation. Vous comprenez? Alors, donc, ceux qui le recevaient, ils devraient finaliser les étapes. Ils n'ont pas fait. Nous, nous avons pris cette responsabilité de commencer parce que nous sommes maintenant dans l'exercice. C'est la continuité du pouvoir. Tout à fait. Maintenant, le budget 2022 nous permet
de commencer ce processus-là. Deuxième revendication, c'était les soins médicaux. Nous sommes allés là-bas avec les médicaments. Nous avons amené les matelas pour les centres de santé, les dispensaires. Vous comprenez? Et il y a même une organisation qui est en contact avec nous, qui a accepté même de commencer à faire des consultations gratuites là-bas. Et toutes ces réalisations, c'est avec les crédits octroyés par le gouvernement de la République? On est encore avec le gouvernement et avec la bonne volonté. Je veux vous rassurer qu'au Nord Kivu, nous avons constaté que la population, les notables du Nord Kivu, ceux de la ville de Goma, en tout cas, ils sont favorables, même à Butembo, ils sont favorables d'accompagner le PDDRCS. Et donc, nous avons senti cela. Et ils nous ont accompagnés. Je suis honnête en disant, même les médicaments que nous avons livrés là-bas, le matelas, il y a une contribution des opérateurs économiques qui nous donnaient comme ça gratuitement. Et vous entrevoyez d'aller à Ouvira, sur la plaine de la Ruzizi? Nous irons partout. Nous irons au sud Kivu, nous irons à Ouvira, nous irons à Kalemi, dans les Tanganyika, nous irons dans les Maniema, pratiquement à Kindu et à Salamabila, nous irons dans les Haut-Katanga pour régler aussi la question de Bakatakatanga. Avec Gédéon Kyungu. Nous irons dans les Kasaï. Les Kamuna Sapu. Nous irons dans les Kasaï, non seulement pour les Kamuna Sampu, mais pour la jeunesse qui est manipulée là-bas. Et nous allons travailler sur la stabilisation. Parce que c'est dans nos attributions, nous allons travailler pour l'encadrement de la jeunesse. Et si je vous comprends bien, monsieur nous Tony, irons également dans le territoire, dans la province de Maïndomé. La question qui concerne le conflit que nous avons connu entre les Banounou et les Batende, nous allons également nous en occuper. Parce que nous avons aussi dans ce volet la réconciliation et la cohésion sociale. Voilà, puisque je pense que vous avez des ambitions énormes par rapport... C'est un programme national. C'est un programme national. Justement, quels sont les axes prioritaires de ces programmes? Parce que vous parlez du programme national. Quels sont les axes prioritaires? Avant justement le plan stratégique qui est en cours d'élaboration, mais en termes des axes prioritaires, est-ce que vous pouvez nous les égrener ici? La stratégie nationale est presque terminée. Maintenant, il reste la validation et qui ne pourra pas tarder. Le programme s'articule autour de 5 volets, de 5 piliers importants. Le premier pilier, c'est paix et résolution des conflits et cohésion sociale. Le deuxième, c'est la restauration de l'autorité de l'État et la sécurité. Le troisième, c'est le relèvement communautaire, résilience et stabilisation. Le quatrième, c'est la relance du développement économique et social. Et enfin, le leadership et management. C'est un programme ambitieux à avoir les 5 piliers qui les composent. Est-ce que, avec le financement, seul objectif escompté de ce programme, ou bien vous comptez aussi vous misez aussi sur les partenaires bien? Oui, nous misons sur le partenaire. Il y a des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Nous sommes déjà en dialogue avec la Banque mondiale, mais il y a aussi d'autres partenaires. Il y a le Fonds de cohérence pour la stabilisation. Nous avons également la contribution locale avec la volonté des opérateurs économiques. Nous sommes en train de réfléchir dans le Nord Kivu et l'Ituri sur les mécanismes innovants de financement sur le plan local. Ça veut dire quoi les mécanismes innovants de financement? C'est-à-dire comment fonctionner au cas où les bailleurs de fonds s'arrêtaient, parce que les autres programmes se sont arrêtés lorsque les bailleurs de fonds se sont retirés, tous les programmes sont tombés en faillite. Mais maintenant, nous sommes en train de réfléchir au cas où les bailleurs de fonds extérieurs arrivaient, par exemple, à arrêter le financement, comment continuer avec le programme
Et vous, avez pensé à quoi, par exemple? À l'agriculture ou bien... En dehors du trésor public, mais aussi d'autres mécanismes innovants. Ce sont effectivement des financements qu'on appelle extra-budgétaires. Il y a également l'autofinancement. Il faut réfléchir beaucoup et nous orienter notre réflexion l'autofinancement. Et nous pensons qu'avec l'intelligence congolaise, nous y parviendrons. Bon, avec l'intelligence congolaise, quand vous dites autofinancement, vous pensez à l'agriculture ou vous pensez à la fabrication des bancs ou des briques? Je ne sais pas. Autofinancement, d'où viendrait le fonds? Qu'est-ce que vous allez faire pour vous autofinancer? Mais Kanyamaka CC, vous ne voyez pas comment ils travaillent? À Kanyamaka CC, ce sont les Congolais. Ils utilisent le même service. Ils sont en train de travailler, ils sont en train de produire. Vous comprenez? Et je vous dis, dans ce pays, il n'y a pas une grande richesse comme la richesse naturelle. L'agriculture reste la priorité des priorités pour développer ce pays. Vous pouvez recourir aux mines, vous pouvez recourir à autre chose. Mais je vous dis, le pays que moi j'ai visité, où j'ai vécu, se sont développés grâce à l'agriculture. Et je vais vous renseigner quelque chose. Est-ce que les PDDRC a des sites parce que vous avez des concessions, est-ce que vous avez des terres arables? Voilà, très important. L'UPNDD, dans sa philosophie, à l'époque, nous a légué ce qu'ils appelaient des champs, disons des concessions pilotes, ce qu'on appelle des fermes agricoles pilotes, FAP. Et vous pouvez vous rendre compte que dans la province de l'Ituri, précisément à Django, il y a plus ou moins 350 hectares. 350 hectares de terres arables. Oui. Et là, vous avez des machines également. Alors, vous arrivez dans le Nord Kivu, dans le territoire de Lubero. Vous avez, sous réserve des documents, je vous dis, nous avons, dans la remise de reprise, nous avons constaté qu'en Mboinga, dans le village qu'on appelle Mboinga, il y a 633 hectares. Là, nous sommes dans le Nord Kivu. Dans le Nord Kivu. Et quand vous allez au Sud Kivu, à Kabare, vous avez une ferme agricole pilote avec une superficie d'à peu près 150 hectares. Quand vous allez, toujours dans le Sud Kivu, dans la plaine de la Ruzizi, à Bouéguera, vous avez encore une ferme agricole pilote avec une superficie de plus ou moins 185 hectares. Lorsque vous allez dans le Maniema, vous avez encore une autre ferme agricole, plus ou moins 300 et quelques hectares. Donc tout cela n'est possible qu'avec les retours de la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas moyen... Je n'ai pas terminé. Allez-y, également. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler, même dans... Nous sommes en train de faire des prospections maintenant dans le Kasaï pour avoir ce même étendue afin de nous occuper exactement de l'encadrement des ex-combattants. Là, je suis en train de parler de la réintégration. Moi, je ne veux pas parler de la réintégration ou de la réinsertion. Je voudrais parler du développement socio-économique. Un peu pour rejoindre le gouvernement des communautés et des ex-combattants. Comme le chef de l'État l'a bien souligné, il tient à la matérialisation de ce programme de développement à la base des 145 territoires. Et je pense que vous allez donner un coup de pouce aussi, d'une manière ou d'une autre, à ces vastes programmes, un programme ambitieux du gouvernement de la République. J'aimerais vous voir encore une fois après 3 mois et me poser encore la question. Qu'en est-il maintenant de toutes ces concessions? J'aimerais vous voir encore une fois. Après 3 mois, Dieu nous prêtant en vie, nous serons toujours là. Monsieur le coordonnateur national du PDDRCS, Monsieur Tommy Tambo Ushindi, certains partenaires, certains bailleurs de fonds que nous avons rencontrés, parce que nous avons été avec vous une fois aux Nations Unies, n'est-ce pas, au bureau de représentation de Kinshasa, certains partenaires se sont confiés à nous
ils sont hésitants de vous accompagner dans ce sens que les programmes évoluent à pas de tortue. Il n'y a pas de signaux forts pour qu'eux se jettent à l'eau. Quelle est votre réaction à ce sujet? Moi, je dirais au contraire. Peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup d'informations. Et dans cette réunion-là qui a eu lieu à la Banque mondiale, nous avons reconnu tous que le mécanisme de communication était faible. Mais lorsque nous avons présenté le bilan du travail, ils étaient surpris de voir que nous réalisons déjà beaucoup de choses sans qu'eux sachent. Et nous avons accepté de commun accord de mettre en place un groupe de travail qui va concerner le PDDRCS et de l'autre côté le bailleur. Et aujourd'hui, je suis heureux de constater d'abord que certains bailleurs sont informés de ce que nous faisons. Spécialement la MONUSCO est vraiment très informée parce que nous réalisons beaucoup de choses avec l'appui de la MONUSCO en termes de logistique. Quand nous voulons nous déplacer, la MONUSCO nous accompagne. Quand nous sommes sur le terrain, la MONUSCO aussi se joint à nous. Et ça, c'est très capital. Et que ce soit dans les questions de DD, que ce soit des questions de relèvement communautaire et stabilisation. Alors, nous avons convenu de mettre maintenant toutes ces énergies ensemble. Et bientôt, nous allons commencer les débats. Et nous allons expliquer tout ça. Et après, il y aura une grande réunion. Comme je suis revenu, je suis en train de réfléchir, je vais organiser bientôt une grande réunion avec, encore une fois, avec le bailleur, pour leur faire le rapport de partout où je suis passé. Et je voudrais leur montrer de manière pratique ce que moi j'appelle le DDR fonctionnel, ce que j'appelle le DDR pratique, qui va réintégrer économiquement et socialement les ex-combattants et également les communautés, sans perdre beaucoup de temps. Moi, je ne veux pas perdre beaucoup de temps dans ce travail. Et pensez-vous qu'ils sont rassurés avec ces discours? Eh bien, ils veulent d'abord vous voir sur le terrain avant de vous appuyer. Quel terrain ils veulent me voir? Parce qu'ils m'ont vu à Bunia, en train de travailler. J'étais avec eux, j'étais avec le partenaire. Ils m'ont vu à Beni, en train de travailler. Ils m'ont vu à Goma. Ils m'ont vu à Bukavu. Donc, le PDDRCS est déjà opérationnel. Il y a effectivement d'autres détails qui vont suivre d'ici quelques semaines ici, qui vont consacrer pratiquement la mise en œuvre totale. Nous sommes en train de terminer cette émission, monsieur le coordonnateur national. Comment vous comptez organiser votre service? Parce que on vient de très loin, justement, vous l'avez dit, DDRC, programme Amani. En province, comment est-ce que vous avez structuré vos services? Ou bien vous basez seulement de l'existant et puis avec quelques améliorations? Non. L'ordonnance est très claire. Il y a des organes, il y a le comité de pilotage, il y a le comité, il y a la coordination, il y a le comité technique, il y a la coordination provinciale. Mais également, au niveau des territoires, il y a ce qu'on appelle les antennes territoriales. Et à tous ces niveaux-là, je vous rassure que dans quelques jours, il y aura des nominations de coordonnateurs provinciaux. Et donc, après en même temps, nous allons nommer les directeurs techniques. Et là, vous verrez que les choses vont prendre une autre tournant. Au cours de ce mois de janvier, la mise en place générale va se faire. Et ça va changer fondamentalement. Pour ne pas entrer dans les secrets, est-ce que vous tiendrez compte des avis des uns des autres au niveau des communautés locales? Parce que la plupart du temps, quand on exporte des gens de Kinshasa ou de province vers Kinshasa et vice-versa, ça crée souvent des remous. C'est aussi ça l'état des lieux que nous avons fait. Parce que nous sommes réservés de ne pas faire des nominations à partir de Kinshasa. Nous sommes allés sur le terrain, c'est aussi ça, pour voir exactement qui répond aux critères. Ici à Kinshasa, on a mis en place
une commission qui a élaboré les termes de référence. Les termes de référence sont déjà là. Pour que quelqu'un soit directeur, il doit remplir, il doit avoir un tel profil. Pour être coordonnateur provincial, il y a un profil. Pour être chef d'antenne, il y a un profil qui est requis. Et donc, nous sommes allés aussi sur terrain, non seulement pour consulter en termes de besoins, mais aussi identifier les CV qui sont porteurs, qui peuvent porter le programme. Voilà. Des CV costauds. Monsieur le coordonnateur national, peut-être avant de nous séparer, est-ce que vous avez un message en direction des éléments des groupes armés, n'est-ce pas, Codeco, FPIC et tous ces groupes armés qui sont actifs dans la province de l'Ituri et ceux qui collaborent avec l'ennemi, et même le groupe d'armées qui sont très nombreux justement dans la province du Nord Kivu, on en dénombre une centaine. Est-ce que vous avez un message en direction de tous ces groupes armés, ceux-là qui hésitent, ces éléments qui hésitent de quitter la brousse pour rejoindre le programme? Oui, merci beaucoup. Je voudrais rassurer les communautés locales sur toute l'étendue de la République, en Ituri, dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu, dans le Tanganyika, dans le Maniema, dans le Haut-Katanga et dans le Kasaï, et partout d'ailleurs, leur dire que l'heure de la paix est arrivée. La RDC a besoin de la paix. La RDC a besoin de décoller. Le programme est là pour les accompagner dans la pacification totale. Il est temps que les conflits qui ont ravagé ce pays, les conflits tribaux, les conflits interethniques, puissent prendre fin. Mesdames, Messieurs, il ne me reste qu'à dire également merci au coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, monsieur Tommy Tambo Ushindi, qui a consacré de son temps, n'est-ce pas, qui nous a consacré une partie de son temps pour que nous puissions échanger sur des questions vitales de la nation. Donc merci d'avoir répondu à la question. Merci, monsieur Oscar. Merci surtout à vous tous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur vos télévisions, la RTNC. Au plaisir.